Nous sommes aux États-Unis, ville de Palo Alto, en Californie. Bonjour. Gwendoline Luce est agent immobilier. Elle a rendez-vous avec la propriétaire de cette maison en bois, une personne âgée qui veut vendre son bien pour partir en maison de retraite. Bonjour madame. Bonjour. Nice to meet you. Elle ne parle pas français, mais elle est très gentille. Madame Ida a 78 ans, elle est veuve depuis quelques mois et est ravie de nous faire visiter sa modeste maison. On peut visiter ? Oui, entrez. Thank you. La maison est spacieuse mais un peu défraîchie. Ça fait plus de 40 ans que Madame Ida s'est installée dans ce petit coin tranquille des États-Unis. Voici le salon, à côté la salle à manger et la cuisine. Depuis combien de temps vous habitez ici exactement ? Do you live here? Depuis 1957. 1957, she ok. moved in. That's it. Est-ce que vous vous rappelez combien vous l'avez acheté? Oui, à l'époque, je l'avais payé 160 000 francs. Un petit jardinet à l'extérieur, la maison de Madame Ida est une sorte de préfabriqué avec garage, comme il en existe tant aux États-Unis. Une demeure modeste qui va pourtant faire aujourd'hui sa fortune. Combien vous voudriez la vendre? 8 millions et demi de A francs. million. Mais on va d'abord la mettre à prix à seulement 7 millions de francs. It's a good C'est vraiment un bon operation. investissement. Investment, yes. Madame Ida n'est pas folle, sa bicoque s'est bel et bien vendue plus de 8 millions de francs en moins d'une semaine. Car nous sommes dans la vallée la plus chère du monde, la Silicon Valley. Au sud de San Francisco, la voici. Un bout de Californie coincé entre mer et montagne, une vallée longue d'environ 50 km et large d'à peine une dizaine. Une bande de terre où il n'y a plus 1 mètre carré de terrain constructible. Tout cela parce que dans cette rue de Palo Alto, il y a 40 ans, derrière ce portail, dans le petit garage du fond, Monsieur Hewlett et son ami Monsieur Packard ont inventé l'ordinateur personnel. Depuis, ces pionniers ont été rejoints par Oracle, Yahoo, Intel, Nortel, Cisco, IBM, Apple et les autres. Les géants mondiaux de l'informatique sont presque tous implantés dans cette petite vallée des merveilles qui, depuis 4 ans, dégage la plus forte croissance jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Il se crée ici 800 nouveaux emplois par semaine, le taux de chômage est en dessous de 2%. Seul problème, il y a bien des maisons en construction, mais pas assez. Pour 7 nouveaux emplois créés, en moyenne, un seul logement est construit. Aussi, les 300 000 informaticiens de la vallée habitent-ils toujours plus loin de leur lieu de travail. Et tous les matins, ils se retrouvent au même endroit, dans les bouchons. Parmi eux, Frédéric Sade. Voici 1 an que ce jeune informaticien français a appris à jongler avec les encombrements de Silicon Valley. Alors voilà, les gens sont arrêtés là sur, je pense, environ 2 miles, 3 miles. Voilà l'embouteillage des gens qui prennent le premier pont. Il y a donc bien quelques petits inconvénients, mais quand on est informaticien, venir travailler ici, c'est vraiment le rêve. À 28 ans, après sa thèse, un Bac+8 à Toulouse, Frédéric a été recruté par Sun Microsystems, une très grande entreprise informatique qui lui a fait un pont d'or. À commencer par le logement. Il y a une pénurie dans la vallée, mais Frédéric, lui, n'a eu aucun souci à son arrivée. Tout était pris en charge par son employeur. C'est l'endroit où j'ai été logé pendant 1 mois quand je suis arrivé. Le premier mois que j'ai passé aux États-Unis, offert par Sun et pour me permettre de me retourner, de trouver un appartement. Et rien n'est trop beau pour attirer les meilleurs cerveaux dans la Silicon Valley. Ici, il y a une piscine qui est chauffée toute l'année, donc même en hiver, les gens se baignent. Il y a le jacuzzi. Dedans, il y a une salle de musculation, une salle de squash et un sauna. Et tout ça gratuit pour les Oui, gens. oui. Ça facilite bien l'installation, quoi. Oui, voilà. Commencer sa carrière chez Sun a bien d'autres avantages, notamment un salaire de débutant à faire pâlir ceux qui sont restés en France. Plus de 50 000 francs par mois pour travailler à la mise au point de futures générations de téléphones portables. Notre Français n'est pas le seul à avoir craqué pour l'Amérique. Salut Olivier.
Alors, je vous présente Olivier, qui est français. Bonjour. Vous avez une idée du nombre de Français ici chez Sun? C'est sûr qu'on doit être plus d'une centaine largement, rien que sur ce site. Mais quand il s'installe devant son ordinateur tous les matins en arrivant, ce ne sont pas les dernières nouvelles venues de son Aveyron natal qui intéressent Frédéric. Je vais regarder le cours de l'Action Sun aujourd'hui. C'est ce que vous faites toujours en arrivant? Ah bah oui. Et on le comprend car dès l'embauche, il a aussi eu droit à des stock options, le droit d'acheter 1 millier d'actions de son entreprise à prix réduit. Alors ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne plus 3%, donc c'est bien. C'est une bonne journée. D'autant que pour les horaires, ça n'est pas le bagne, Frédéric dépasse rarement les 8 heures par jour. 19h, il est de retour chez lui. Pour l'instant, son enrichissement en stock option n'est que virtuel. Il devra attendre 5 ans pour espérer toucher le jackpot et envisager d'acheter une maison. En attendant, avec sa femme qui est étudiante, il se contente de louer un grand 2 pièces, de manger du riz et de rêver au jour où ils toucheront leur stock option. Si l'action monte, moi je me rappelle exactement c'est ce que la lettre Si qu'on l'action monte, on va pouvoir s'acheter une petite maison. Si l'action monte 15% par an, on aura à peu près 100 000 quelques dollars à la fin de 5 ans. Si l'action monte 15%. Et si elle monte plus? Et on en a plus. Une grosse maison. Et des stock options, ils vont en toucher chaque année. Comme l'action Sun monte en moyenne de 30% par an, Frédéric sera à coup sûr millionnaire, après tout juste 5 ans de travail. Tout est beau. Et ils en auront bien besoin, car vous n'avez pas idée du prix que peuvent atteindre ici ces pavillons préfabriqués, alors qu'ils vaudraient en France entre 500 000 francs et 1 million. Celui-ci, par exemple, avec son garage devant. Winnie a bien envie de l'acheter, elle est prête à mettre le prix. Cette jeune fille est ingénieure chez Intel, le fabricant de microprocesseurs. La maison est du même genre que celle de Madame Ida, un peu vieillotte, mais il y a du terrain autour et l'emplacement lui semble idéal. Pourquoi voulez-vous acheter ici ? Le voisinage est bon, les écoles du quartier aussi, et c'est proche du travail. Et pour ce qu'ils en demandent, je trouve que le prix est raisonnable. C'est combien le prix ? 16 millions de francs. Et vous trouvez que c'est pas si cher que ça ? Bien sûr, c'est beaucoup trop cher. Ça représente beaucoup d'argent. Mais comparé à d'autres maisons dans le coin, ce n'est pas si cher que ça. 16 millions de francs, c'est exorbitant. Mais le plus étonnant, c'est encore que Winnie va payer cash la maison en levant ses stock options. Et comme il y a en moyenne 3 acheteurs prêts à payer tout de suite pour chaque logement, on ne négocie jamais les prix et il faut payer comptant. Il y a tellement de personnes qui seraient contentes de payer cette maison à ce prix-là. Et au printemps prochain, tous ces gens seront prêts à surenchérir encore des millions de dollars pour emporter la maison. C'est pour cela que je veux acheter une maison tout de suite, et surtout avant les beaux jours. Car avec les beaux jours, les prix vont encore augmenter. Des maisons qui se vendent des millions de dollars en un week-end, certains agents immobiliers ont bâti des fortunes considérables, à commencer par le plus gros d'entre eux. Au volant de sa belle voiture neuve, voici l'homme pour qui la Silicon Valley est devenue la vallée de l'immobilier. Surprise, c'est un Français, Alain Pinel, 55 ans. La Silicon Valley, c'est le seul endroit dans le monde où une maison qui vaut 1 million, disons 1 million de dollars ou de francs, c'est égal, est listée à 1,5 million et se vend à 2 millions. Alain Pinel habite la région depuis les années 70. Il connaît toutes les maisons de Silicon Valley. Et c'est là que j'habitais dans le temps, ça c'est mon ancienne maison. La petite, là? Non, la grande. La grande. La petite, c'est pour les chevaux. Cet ancien journaliste d'RTL a épousé une Californienne et l'a suivi ici il y a 25 ans. Il a commencé dans l'immobilier un peu par hasard comme simple commercial. Aujourd'hui, dans ses 24 bureaux de la vallée, il fait travailler 1500 agents et dirige la plus grosse société immobilière des États-Unis, un volume d'affaires absolument colossal. On fait un volume de vente en l'espace des 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire jusqu'à fin septembre. On a fait un volume de vente d'un peu plus de 10 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 80 milliards de francs français. Donc, ça commence déjà à chiffrer. Hein. Effectivement. Donc, on va passer les 100 milliards cette année à coup sûr.
On y va? On y va. Et mine de rien, avec la commission qu'il prend là-dessus, il réalise un chiffre d'affaires équivalent à celui des magasins Darty. Toutes les semaines, Alain Pinel fait le tour de ses troupes. Aujourd'hui, c'est le jour du bilan au bureau de Los Gatos. Et comme c'est Halloween, Oh my God, certains sont déguisés. Wow! How you doing, babe? Good to see you. All right. Dans l'agence, l'ambiance est euphorique. Un des agents vient encore de vendre une très grosse maison. Alors je ne peux pas encore vous dire qui parce que l'affaire n'est pas complètement conclue et qu'il vaut mieux rester un peu discret tant que tout n'est pas signé. Mais l'un de nos agents vient de vendre une maison pour 96 millions de francs. Les acheteurs sont richissimes et pour les maisons les plus chères, ils sont prêts à toutes les folies. Nous voici près de l'une des plus belles du moment. Les candidats à l'achat sont venus nombreux. C'est pour ça qu'il y a toutes ces voitures devant. C'est pour ça qu'il y a toutes ces voitures. Mais les propriétaires des belles autos veulent rester discrets. Nous devrons nous contenter de rester dans le parc. Alors voilà la maison. Cette maison, c'est une maison qui est proposée à la vente à 8 millions de dollars. C'est une maison qui fait à peu près 800 mètres carrés, un peu plus de 4000 mètres carrés de terrain. La maison, on peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer. Si on l'aime, tant mieux. Si on ne l'aime pas, l'acheteur va la détruire et en construire une autre de toute façon. En effet, cette belle demeure mise à prix 65 millions de francs a une chance sur 4 d'être rasée par son acquéreur, qui récupérera ainsi le terrain sur lequel elle est construite. La pratique est courante dans la Silicon Valley. Une quinzaine de maisons environ sont détruites toutes les semaines. Ce ranch, bâti dans Atherton, la ville la plus chère des États-Unis, venait juste d'être acheté, plus de 35 millions de francs. Ici, une bâtisse payée 120 millions de francs a disparu la semaine dernière sous les coups de cette grue. Les propriétaires devront encore rajouter quelques millions pour reconstruire une maison neuve. Pourquoi les gens qui achètent ces propriétés-là éprouvent-ils le besoin de détruire ce qu'ils viennent d'acheter? Parce qu'ils ont tellement de pognon, ils veulent s'acheter leur maison. C'est-à-dire qu'ils dépensent un argent fou pour avoir une maison qui soit véritablement la leur. Ils veulent laisser leur marque. Ils veulent construire à leur goût ce qu'ils veulent, où ils le veulent. Les prix flambent, le marché est trusté par les millionnaires de l'Internet. Mais que deviennent ceux qui n'ont pas fait fortune dans l'informatique? Laurence travaille aux États-Unis depuis 10 ans. Cette franco-américaine vient juste de décrocher le poste de ses rêves dans la Silicon Valley, comptable dans une joaillerie de luxe. Vous avez une bonne place là en fait. Hein. Oui. Vous êtes la comptable de la maison en fait. Oui, c'est vraiment le job que je recherchais de ma vie. Et je l'ai eu. C'est bien payé en plus? Oui, pour moi c'est bien, mais c'est le problème du logement ici qui m'a... Vous gagnez combien à peu près ici? En dollars, ça me fait 3200. Plus de 25 000 francs par mois, elle n'a jamais touché un aussi gros salaire. Oui. C'est un bon salaire pour Pour une ici, comptable. c'est pas... Ah bon? Pour ici, c'est pas assez pour... En effet, les autorités de Californie estiment à 20 000 francs par mois le revenu minimum nécessaire à un célibataire pour vivre dans la vallée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Laurence, avec sa fille et ses 25 000 francs par mois, est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Au bord d'une 4 voies, voici son petit rez-de-chaussée, un 2 pièces qu'elle loue près de 10 000 francs par mois, la moitié de son salaire. Et en plus, ses propriétaires contrôlent ses visites car ils lui interdisent d'héberger quelqu'un. On peut visiter? Non. Mes propriétaires, oui, parce qu'ils ont peur que je fasse venir des gens qui vont rester plus d'un mois. Donc, vous ne pouvez pas recevoir qui vous voulez chez vous non, ici? Non, je ne peux pas recevoir, non. Je suis obligée de faire très, très attention. Hein. J'ai eu des problèmes cet été. Sa petite copine est venue plusieurs fois et malheureusement, ils sont venus taper à ma porte et me demander si la petite avait l'intention de rester ici, combien de temps elle avait l'intention, parce qu'ils sont obligés de me charger un certain prix chaque jour si la petite restait, alors que elle venait juste jouer avec la petite. C'est tout. Si elle reçoit du monde, ne serait-ce que quelques nuits, son propriétaire l'augmentera de 1 600 francs. Cet été, elle n'a même pas pu héberger ses parents. Ils n'ont pas le droit de faire ça, si. Ah oui, ils le prennent, le droit. Ils le prennent parce qu'ils savent que si je ne suis pas contente, ils vont dire, maintenant vous partez. On sait qu'on va avoir 10, 15, 20 personnes qui vont attendre pour un appartement. Les appartements partent très très vite ici, ils ne restent pas libres très longtemps.
La folie immobilière dans la vallée touche donc aussi les loyers. Et comme il n'y a pas de durée minimale pour un bail, on peut vous augmenter tous les mois, ou pire encore. Dans cette petite maison mitoyenne habitent Roselyne et ses 2 filles. Cette institutrice française vient de Bretagne, fonctionnaire, elle est détachée à l'école internationale de la Silicon Valley. Pour travailler ici, son salaire a été doublé, 20 000 francs par mois, avec lesquels elle a toujours payé rubis sur l'ongle son loyer de 15 000 francs. Elle vient pourtant de recevoir une lettre où on lui demande de quitter la maison dans le mois. Donc voici ce qu'on a reçu le 11 octobre, nous disant de partir, qu'on avait 30 jours pour partir. Ça s'appelle 30 Days Notice. Depuis, Roselyne est dans les cartons, car ici, votre propriétaire a le droit de vous demander de partir si, par exemple, il a trouvé quelqu'un prêt à payer plus cher. Le rêve américain tourne au cauchemar. Même pour nous, les instituts les plus chers payés du monde, peut-être, la Silicon Valley, c'est pas pour nous. On n'est pas dans les computers. Voilà. Pour ceux qui sont dans l'informatique, la Silicon Valley est bel et bien un Eldorado peuplé de belles autos. Mais c'est aussi de plus en plus l'enfer pour les 3/4 de la population active qui ne sont pas dans la high-tech. Récemment, le maire démocrate de San Francisco a même soutenu une proposition visant à interdire l'installation de start-up dans les quartiers résidentiels. Parmi ceux qui ont soutenu ce projet, Amy Dean, une syndicaliste proche de Bill Clinton. Elle nous explique que les pauvres sont ici beaucoup plus nombreux que partout ailleurs, aux États-Unis. L'autre face de la Silicon Valley, c'est sa face sombre. Une face qu'on ne voit pas à la une des journaux financiers. Et derrière le mythe de cette formidable prospérité se cache une augmentation des inégalités 2 à 3 fois supérieure par rapport au niveau national. Parallèlement à la baisse du chômage, on a aussi une forte hausse des petits boulots, des emplois de mauvaise qualité. Et surtout, on voit que 40% de tous les nouveaux emplois créés ici sont en fait des emplois précaires. Ils ne donnent aux employés aucune protection sociale et le salaire ne permet pas de vivre décemment. Avec un seuil de pauvreté à 20 000 francs par mois, comme on l'a vu, nombre de ces salariés précaires, agents de maintenance, infirmières ou techniciens, se retrouvent de plus en plus souvent sans logement. Beaucoup d'entre eux atterrissent ici, dans le plus grand foyer pour sans-abri de la région. Maury Kendall en est le responsable. Eh bien voilà, vous avez ici 125 lits pour des hommes et des femmes qui viennent passer juste une nuit. Et derrière les murs là-bas, c'est pour ceux qui restent 3 mois, des gens qui en général travaillent et ont un revenu régulier. Nous sommes en fin d'après-midi, les lits sont encore vides, mais depuis le boom économique de la Silicon Valley, ce ne sont plus seulement des clochards qui viennent dormir ici, mais aussi de plus en plus de personnes ayant un emploi régulier qui n'arrivent plus à se payer un logement. On voit des gens qui travaillent dans des commerces, il y a des gardiens de sécurité, des camionneurs, autant de personnes qui partout ailleurs aux États-Unis et dans le monde pourraient sans problème se payer un logement. Mais dans cette vallée, ils n'ont pas les moyens et ils échouent ici. Sur tous les lits que vous avez, quelle proportion est occupée par des gens qui travaillent ? Environ 40% des lits derrière moi sont occupés par des gens qui ont un travail à plein temps. À côté du dortoir, ceux qui le souhaitent peuvent aussi suivre des cours. Parmi eux, Marc. Il travaille chez un fleuriste, gagne 12 000 francs par mois, insuffisant pour vivre dans la vallée. Alors devinez ce qu'il étudie pour gagner plus, l'informatique bien sûr. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de travail dans le secteur. J'espère que c'est le cas. Et on nous a dit que ces emplois étaient intéressants. Et surtout bien rémunérés. Alors on verra bien. Avec des stock options aussi ? Oui, avec des stock options. Il y aurait pourtant bien un moyen de permettre aux employés de rester dans la vallée. Encadrer l'augmentation des loyers, une solution appliquée par exemple à San Francisco ou à Berkeley. À la mairie de Palo Alto, on a bien conscience que ça serait la seule solution, mais ici, contrôler les prix est un tabou. On ne voit pas comment résoudre le problème, à part en encadrant l'augmentation des loyers. Et là-dessus, on est assez réticents. Pourquoi ? C'est notre doctrine. Nous considérons que nous n'avons pas à intervenir sur le marché. Et pourtant, la mairie souffre elle aussi de la pénurie de logements.
Au service du personnel, on a de plus en plus de mal à recruter. 70 postes sont vacants depuis le début de l'année. Administratifs, enseignants, ouvriers n'ont pas les moyens d'accepter un travail à Palo Alto. Le directeur lui-même ne pourrait plus se permettre de faire carrière ici. Je travaille pour la ville depuis 30 ans et j'ai pu m'acheter une maison pour vivre quand les prix étaient beaucoup plus bas. Et si vous débutiez votre carrière aujourd'hui, je ne serais pas en mesure de payer ma propre maison. 91% des employés publics sont donc obligés d'habiter loin de Palo Alto. Ce soir, les ouvriers des services techniques prennent le bus de ramassage de la ville pour rentrer chez eux à des distances qui font frémir. J'habite à Livermore. Et c'est loin d'ici? Un peu plus de 80 km. Dis donc, il y a combien de kilomètres jusqu'à Modesto? Environ 130, oui, 130 km. Combien de temps il nous faut pour rentrer à la maison? Oh, je sais pas, à peu près 2 heures. Mais ça dépend du trafic. Ça peut être encore plus. S'il y a un accident, oui, ça peut être plus. Mais il leur faut partir vite, ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter avec nous. Et il vous faut y aller là, hein? Oui, là, faut y aller pour éviter les bouchons. Et si vous attendez trop? Si on attend 5 minutes de trop, ça peut faire une grosse différence. Une bonne demi-heure de plus. So go. Thank you very much. Thank you. Bye. Dream of Californication.